Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre podcast de revue de presse hebdomadaire européenne. Au menu de cette 24e semaine de 2024, la vie de l'Union vous sert un bilan des élections à travers l'Europe, mais aussi l'augmentation des droits de douane sur les véhicules électriques chinois, l'exigence de la Commission sur les plans nationaux concernant le pacte migratoire, mais aussi la probable impasse sur la loi de restauration de la nature. Dans le club des 27, retour sur les législatives bulgares, l'énorme mobilisation autour de l'Ukraine, le nouveau gouvernement néerlandais qui vit déjà ses premiers troubles, l'Allemagne qui réclame réparation à Gazprom et tente de rétablir une forme de conscription, l'Italie qui continue sa guerre à l'encontre des ONG de sauvetage de migrants, et la Hongrie qui se voit infliger une amende historique. Et enfin, chez nos chers voisins, les manœuvres de déstabilisation de la Russie continuent dans l'Union, l'Arménie s'enfonce dans une crise politique profonde et Volodymyr Zelensky continue de rechercher le soutien de la communauté internationale. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. Élections européennes, petit tour d'Europe des résultats. Si la France a vu une percée historique de l'extrême droite aux européennes, malgré un taux d'abstention plus faible qu'attendu, le raz-de-marée d'extrême droite n'a pas eu lieu, même si elle a progressé. En Allemagne, l'AfD, empêtrée dans les scandales, finit deuxième à 15%, loin de la CDU qui a obtenu 30%. Les sociodémocrates s'écroulent à 14%, la faute à la gouvernance impopulaire du chancelier Scholz. Les Verts perdent 40% de leurs électeurs et finissent à 12%. Les libéraux restent stables à 5%. Plus inquiétant, le voisin autrichien voit le parti d'extrême droite, le Parti de la liberté d'Autriche, ouvertement pro-russe, anti-immigration et farouchement eurosceptique, finir en tête avec 25%, devançant d'une courte tête les conservateurs, qui récoltent 24,7%, et les sociodémocrates qui sont à 23,3%. Un scrutin qui augure un bien mauvais scrutin législatif en septembre, décisif pour l'Europe. Dans les États baltes, la situation reste stable, les partis traditionnels sont les grands gagnants et ils enverront des députés expérimentés. Seul le lituanien Petras Gražulis a un passif sulfureux, étant inéligible 10 ans en Lituanie pour avoir voté pour d'autres députés, mais sa condamnation ne s'applique pas aux européennes. En Espagne, le Parti populaire est en tête, sans surprise. Vox double ses sièges et passe de 3 à 6. Les socialistes sont dans le sillage du PP et n'ont pas été durement sanctionnés. Chez les voisins portugais, les socialistes l'emportent avec 32,1% des voix, devant l'Alliance démocratique avec 31,12%. Chega enregistre un revers, même s'il envoie 2 députés européens. Même constat en Belgique, où le Vlaams Belang a fait bien moins qu'espérer et devra se contenter de contester le leadership de la N-VA. Et c'est en Suède, au Danemark et en Finlande que l'extrême droite enregistre ses plus grosses déconvenues. En Suède, ils ont largement contribué au contrat de gouvernement et en Finlande, ils y participent activement. Les Verts dépassent les nationalistes en Suède et arrivent 3e. En Finlande, les vrais Finlandais finissent 6e. Au Danemark, les rouges-verts deviennent la première force du pays et dépassent même la coalition centriste au pouvoir. En Hongrie, le Fidesz d'Orbán récolte 44% des suffrages, il perd 8 points par rapport à 2019, pendant que Péter Magyar récolte 30% des suffrages en seulement 3 mois d'existence, affaiblissant considérablement l'opposition historique à Viktor Orbán. Aux Pays-Bas, le PVV de Geert Wilders est devancé par l'Alliance verte socialiste, mais aura quand même 6 élus au lieu des 7 espérés. En Slovaquie, les libéraux de Slovaquie progressive finissent en tête devant le Smer de Robert Fico. Et en Pologne, la coalition citoyenne bat le PIS d'une courte tête. L'Italie conserve son soutien à Fratelli d'Italia. Reste que la déconvenue de certains et les oppositions de vue de certains partis d'extrême droite ne permettront pas à l'extrême droite d'avoir un poids suffisant pour renverser les rapports de force au Parlement,
mais la capacité à influencer les textes sera plus importante qu'avant. Marché unique, la Commission va relever la taxe sur les véhicules électriques chinois. C'est un débat qui se tient depuis des mois, mais qui s'accélère. La Commission européenne annonce mercredi 12 juin vouloir relever les droits de douane des véhicules chinois pour les fixer entre 17,4 et 38,1%. Jusqu'ici, ces droits étaient de 10%. Les taxes seront plus ou moins élevées selon le niveau de subvention publique chinoise touché par les constructeurs. Les constructeurs européens qui produisent en Chine se verront imposer des droits à 21%. Cette annonce répond à la hausse faite par les États-Unis qui ont passé les droits de douane à 100% pour les véhicules électriques chinois pour protéger leurs constructeurs de la concurrence déloyale. La Chine menace de représailles commerciales sur l'agriculture, les vins et spiritueux et l'aviation. La France se félicite de ces mesures quand l'Allemagne veut freiner des quatre fers. Il faut dire que l'Allemagne a augmenté sa dépense commerciale vis-à-vis de la Chine, et certains de ses constructeurs produisent leurs voitures électriques en Chine et y vendent aussi leurs produits. Pour la France, les 3 marques automobiles sont quasiment absentes du marché chinois. Le but de cette mesure est de rééquilibrer la concurrence entre les constructeurs européens et chinois. La Chine demande déjà à ses partenaires comme la Nouvelle-Zélande s'ils pouvaient augmenter les cadences de production de lait et tenir de plus grosses commandes. La Chine réfléchit aussi à ne plus donner accès à ses matières premières stratégiques. Affaires intérieures. La Commission européenne attend les plans nationaux pour appliquer le pacte migratoire. Le pacte Asile et Migration adopté, il faut désormais que les États membres donnent leur feuille de route à la Commission sur la façon d'appliquer le texte. La Commission a transmis la sienne le jeudi 13 juin et demande à ce que celle des États soit communiquée le 12 décembre au plus tard. Un budget de 3,6 milliards d'euros sera dédié à la mise en œuvre du pacte et d'autres fonds pourront être mobilisés. Les contrôles à la frontière extérieure seront renforcés, les procédures de retour pour les demandeurs d'asile déboutés seront facilitées et un système de solidarité entre États est mis en place. Le commissaire en charge du dossier, Margaritis Schinas, rappelle qu'un système comme au Royaume-Uni est impossible, mais que malgré tout, la Commission défend ses partenariats avec la Tunisie et l'Égypte, qui ont pour mission de lutter contre les départs en mer et qui sont soutenus matériellement et financièrement par l'Union européenne. Environnement, la loi de restauration de la nature en mauvaise posture? Malgré un accord entre les 3 institutions et un vote au Parlement européen sur une version édulcorée du texte en février, le Conseil, donc les 27, n'ont pas voté la loi de la restauration de la nature. La faute à un consensus qui n'a pas été atteint. La raison? Certains défendent leur industrie forestière, pendant que d'autres ont sauté sur la contestation des agriculteurs pour instrumentaliser le texte. La Pologne a indiqué par exemple vouloir adopter le texte de son côté, mais au niveau national. Au lieu d'un vote comme décidé à la base, le Conseil va discuter du sujet pour tenter de trouver un compromis. Le compromis interinstitutionnel avait convenu d'inverser la tendance chez les pollinisateurs d'ici 2030 et de viser à une augmentation des populations les années suivantes, mais aussi de restaurer au moins 30% des tourbières en 2030 et 50% en 2050. 3 milliards d'arbres devront être replantés et 25 000 km de cours d'eau à courant libre devront être restaurés d'ici 2030. Le retrait du soutien de la Hongrie a porté un coup fatal à la majorité qualifiée sur le texte. Passons désormais au club des 27. Bulgarie, des législatives qui vont enfin sortir le pays de la crise? En parallèle des européennes qui ont vu le parti de l'ancien Premier ministre Boyko Borisov, le GERB, et le parti des Turcs de Bulgarie, le DPS, grand vainqueur de la soirée devant le PPDB, il y avait des législatives. Le résultat est similaire au niveau des législatives. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces élections ne changent rien à l'éclatement politique de la Bulgarie. Pire, les mouvements pro-russes commencent à s'engouffrer dans la brèche. Vazraïdane, qu'on peut traduire par Renaissance, récolte 14% des suffrages, et Velichier, qui signifie grandeur, entre au Parlement
avec 4,5% des voix. Ce dernier a été fondé en 2023 avec vraiment pour unique programme de célébrer l'amitié avec la Russie. Les spécialistes semblent dire que cette 6e élection législative en 3 ans nous projette déjà vers la suivante. Guerre en Ukraine. L'OTAN et le G7 mettent le paquet pour soutenir l'Ukraine. Cette semaine a été riche pour l'Ukraine, où son avenir était discuté dans le cadre du G7 et de la conférence pour la paix qui se tenait en Suisse. Mardi 11 et mercredi 12 juin se tenait à Berlin une conférence pour le redressement et la reconstruction de l'Ukraine. 2000 participants d'une 60aine de pays étaient conviés. Les représentants de tous les niveaux de pouvoir ukrainiens étaient présents. Les besoins de l'Ukraine se chiffrent à 500 milliards de dollars, d'après la Banque mondiale. Même si l'Ukraine entend se reposer sur le soutien des bailleurs de fonds traditionnels comme la Banque mondiale, elle tente d'attirer des acteurs privés avec des incitations fiscales. L'un des grands enjeux est l'énergie, puisque les principaux sites de production d'électricité et de gaz sont hors service. Mais un signe inquiétant a été envoyé aux alliés occidentaux, puisque Mustafa Nayem, en charge de cette reconstruction et réputé indépendant, a démissionné en reprochant au pouvoir de ne pas le laisser agir comme il l'entend, notamment parce que l'administration présidentielle lui a interdit de se rendre en Allemagne. Jeudi 13 juin, les membres du G7 s'étaient réunis en Italie pour évoquer l'aide à l'Ukraine et notamment adopter le transfert de 50 milliards de dollars issus des intérêts des avoirs gelés russes qui devra être transféré d'ici la fin de l'année pour assurer le budget 2025. Un financement qui devrait aider à acheter des capacités de défense, renforcer l'économie et aider à la reconstruction. Par ailleurs, ce sommet du G7 voulait renforcer la pression sur la Chine qui continue d'alimenter la machine de guerre russe. Il en est ressorti que de nouvelles entreprises chinoises seront inscrites dans le prochain paquet de sanctions. Et enfin, l'OTAN se réunissait jeudi 13 juin pour parler financement et aide militaire à l'Ukraine. Sans surprise, la Hongrie était encore une fois au centre des débats, réaffirmant ne pas vouloir participer, je cite, à l'escalade. La Hongrie a convenu d'une clause d'opt-out pour ne pas être jugée déloyale vis-à-vis de l'organisation, acceptée par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Pays-Bas, une équipe gouvernementale constituée et déjà un couac. 8 mois après les élections, les Pays-Bas débouchent enfin sur une équipe gouvernementale. Et autant le dire tout de suite, c'est une équipe dont on ne sait pas combien de temps elle va tenir. Mardi 11 juin, Dick Schoof annonçait enfin son équipe. Le PVV de Geert Wilders récupère l'immigration, la santé publique, l'économie, les infrastructures et la coopération. Le mouvement agriculteur citoyen obtient évidemment l'agriculture à côté du logement. Le PVV aura la main sur les finances, la justice et l'énergie. Et enfin, le nouveau contrat social se voit attribuer le ministère de l'Intérieur, l'enseignement supérieur, les affaires sociales et les affaires étrangères. Vu la répartition des portefeuilles et les intérêts extrêmement divergents des partis de la coalition, on risque de très vite voir les partis se tirer dans les pattes. Et premier couac, vendredi 14 juin, sur la nomination de certains ministres. Le ministre de l'immigration Guidi Markushover fait l'objet d'une enquête de sécurité par les services de renseignement. Ancien porte-parole du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, il est soupçonné d'avoir livré des informations au Mossad en 2018. Geert Wilders a donc proposé Marjolein Faber, accusée d'avoir détourné de l'argent de son parti au profit de son fils en 2015, mais aussi de propos xénophobes et islamophobes à l'attention du maire d'Arnhem en 2017, ou encore d'avoir désigné un Nord-Africain à tort comme responsable d'une attaque au couteau à Groningue. Elle a accusé Mark Rutte d'avoir une 5e colonne islamiste derrière son gouvernement. De quoi échauder Dilian Eshilgez Zerherius, leader du VVD, qui a exprimé son inquiétude à défaut d'un veto impossible au sein de la coalition. La nomination de Madame Faber déplairait fortement à l'électorat centriste. Allemagne, le fournisseur de gaz Uniper attaque Gazprom.
Le fournisseur de gaz allemand Uniper veut réclamer 13 milliards d'euros à Gazprom suite à la coupure de livraison de gaz consécutive aux premières sanctions russes. Uniper est appuyé par le tribunal d'arbitrage de Stockholm, chargé du contentieux. Le tribunal autorise même Uniper à résilier unilatéralement le contrat. Uniper a été frappé de plein fouet par cette rupture de livraison, l'obligeant à chercher de coûteuses alternatives. L'État fédéral allemand avait volé à son secours pour lui éviter la faillite en le nationalisant. Les réparations pourraient donc finir dans les caisses de l'État. L'autre fournisseur allemand RWE a décidé de saisir lui aussi le tribunal arbitral pour se faire dédommager aussi par Gazprom. Allemagne encore, le ministre de la Défense propose une forme de conscription. Mercredi 12 juin, le ministre de la Défense Boris Pistorius a dévoilé son nouveau modèle de conscription. Pas question de rétablir le service militaire obligatoire pour tous les Allemands, abrogé en 2011. Un questionnaire sera envoyé aux jeunes de 18 ans sur leurs habitudes, leurs compétences et leur intérêt pour l'armée. Il espère ainsi recruter 5000 conscrits par an à partir de 2025. En fonction des préférences, 40 000 à 50 000 d'entre eux seront invités à passer une visite médicale. Des recrues qui s'ajouteraient aux 10 000 recrues annuelles en moyenne et aux réservistes. La souplesse du dispositif est l'argument principal du ministre de la Défense. Dans son projet, Boris Pistorius n'est même pas soutenu par le chancelier Olaf Scholz. Par contre, le groupe parlementaire du SPD le soutient fermement. Un processus qui exclut les femmes en vertu de la loi fondamentale que Boris Pistorius propose de réformer. Italie. Le gouvernement harcèle les associations d'aide aux migrants. C'était une promesse de la candidate Meloni. Même si aujourd'hui la présidente du Conseil a dû réévaluer les chiffres de l'immigration légale pour remplir les besoins des entreprises italiennes, la bataille à l'encontre des sauvetages en mer continue, et ce malgré les jugements en faveur des ONG. Les tribunaux ont cassé une multitude de détentions administratives, mais impossible de prendre une jurisprudence qui serait opposable aux décisions du gouvernement. En Calabre, le bateau de sauvetage, le Sea Eye 4, était la cible d'un ordre de détention de 60 jours. Décision cassée le 5 juin, il avait été immobilisé le 11 mars, 4 jours après le sauvetage au large de la Libye de 84 migrants, dont 36 enfants. L'ONG est pourtant intervenue après avoir échangé avec les gardes-côtes libyens, contrairement à ce qu'indiquaient les autorités italiennes. Le décret Piantedosi oblige les ONG à rentrer à quai une fois qu'un sauvetage a été effectué, faisant ainsi perdre du temps précieux et pouvant coûter des vies. Pourtant, le droit international de la mer oblige les embarcations à venir en aide aux bateaux en détresse. Mais si les ONG ne respectent pas le décret, elles encourent une amende de 2 000 à 10 000 euros, accompagnée d'une détention administrative de 20 jours, voire la saisie définitive du bateau. La détention du Sea-Watch a coûté la vie à au moins 145 personnes. Le ministère de l'Intérieur se vante d'avoir fait passer les arrivées par la mer à 21 792 entre le 1er janvier et le 7 juin, contre 53 270 pour la même période en 2023. La probabilité de mourir a déplacé les flux vers l'Espagne et la Grèce, et les partenariats avec la Tunisie et la Libye ont certainement aussi réduit les flux. Hongrie. La Commission inflige une amende record pour manquement. C'est une amende historique. La Hongrie est condamnée le jeudi 13 juin par la Cour de justice de l'Union européenne à une amende de 200 millions d'euros, complétée par une amende forfaitaire journalière d'1 million d'euros par jour tant que le jugement n'a pas été appliqué. La Hongrie s'était faite condamner pour ne pas avoir respecté le droit d'asile, obligeant les demandeurs à effectuer leur demande dans les ambassades de Hongrie en Serbie ou en Ukraine pour entrer sur les territoires hongrois. La Cour reprochait aux autorités hongroises de maintenir les demandeurs dans une situation de transit sans information. Cette situation est un frein immense aux demandes d'asile, puisqu'il n'y a eu que 28 demandes en 2023. En plus de nier le droit des demandeurs d'asile, la Hongrie ne joue pas le jeu de la solidarité européenne
en refusant de respecter le droit européen qui s'applique aux 27. La condamnation remontait à 2020. La Hongrie n'a pas fait cesser cette situation. Elle prétextait même attendre un jugement de sa Cour constitutionnelle pour appliquer le texte européen. Mais la CJUE rappelle la primauté du droit européen sur le droit national. Même si la Hongrie perd systématiquement tous ses contentieux, elle refuse d'appliquer le droit. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Russie, un réseau d'espionnage sous couvert de la fondation Pravfond. Le journal Le Monde révèle que la fondation russe Pravfond finance des opérations au profit de la Russie. Prétendant apporter du soutien aux citoyens russes à l'étranger et proposer des événements culturels, elle finance des conférences qui visent à appuyer ses vues. Les renseignements danois ont annoncé avoir arrêté une citoyenne russe le mardi 11 juin qu'ils soupçonnent d'espionnage. Par son rôle de pilier dans la communauté russe du Danemark, elle aurait pu être le relais d'un des services d'espionnage russes. Par les conférences de Pravfond, elle aurait permis d'infuser des opinions en faveur de la Russie. D'après Le Monde et d'autres médias européens, Pravfond serait lié au SVR, le service du renseignement extérieur russe, spécialisé dans l'envoi d'agents clandestins sous légende. La fondation tenterait de faire rapatrier Vadim Krasikov, condamné à perpétuité en Allemagne pour avoir assassiné un ancien combattant tchétchène à Berlin en 2019. Arménie, la pression s'accentue autour de Nikol Pachinian. Comme je vous l'avais raconté il y a quelques semaines, une fronde se constitue en Arménie pour mettre la pression sur le Premier ministre Nikol Pachinian. Une fronde menée par Monseigneur Galstanian, archevêque de la région de Tavouche, une région qui est victime du transfert de certains villages à l'Azerbaïdjan dans le cadre du processus de paix entre les deux pays. Cela fait plusieurs semaines que les manifestants demandent la démission de Nikol Pachinian, une revendication vaine pour le moment, puisque les manifestants n'arrivent pas à convaincre les parlementaires de les soutenir. Les manifestations se tendent et mercredi 12 juin, plusieurs dizaines de manifestants ont été blessés. Une quarantaine d'entre eux ont même été arrêtés. Derrière ce mouvement porté par un homme d'église, on soupçonne la main de Moscou, et notamment du patriarche Kirill, très proche de Vladimir Poutine. Le levier religieux est l'un des moyens de déstabilisation les plus efficaces. Même si la colère autour de l'abandon de villages à l'Azerbaïdjan, son contrepartie, semble légitime, la majorité gouvernementale y voit une manœuvre russe qui accentue la colère pour faire tomber le gouvernement. Ce mouvement bénéficie à l'ancien Premier ministre Serge Sarkissian, poussé vers la sortie par la vague dégagiste qui a amené Nikol Pachinian au pouvoir, et Robert Kocharyan, ancien Premier ministre et président du Haut-Karabakh et de l'Arménie, accusé d'avoir truqué les votes pour porter Serge Sarkissian au pouvoir en 2008. Sans aucun doute possible, la crise démocratique qui se passe en Arménie profite à la Russie qui pourrait tirer profit de la vulnérabilité du régime pour y placer un homme de paille. Une façon de punir Nikol Pachinian qui a multiplié les gestes de défiance à l'égard de Moscou en exprimant publiquement son envie que l'Arménie se rapproche de l'Occident. Ukraine, tournée diplomatique et conférence pour la paix pour Volodymyr Zelensky. Cette semaine, Volodymyr Zelensky a continué sa tournée diplomatique pour obtenir le soutien le plus large possible, alors que son armée attend toujours les armes promises pour reprendre l'initiative sur le terrain militaire. Comme je l'ai évoqué plus tôt dans cet épisode, il était à Berlin pour la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, puis au G7 et enfin à la conférence pour la paix en Suisse. Il réclame toujours des moyens de défense aérienne qui lui permettraient de sécuriser le ciel ukrainien, qui rend vulnérable ses capacités énergétiques. L'ambition de l'Ukraine est d'élargir ses soutiens en dehors de l'Occident et notamment auprès des puissances émergentes comme le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud. Et au lieu de s'attaquer au cœur du conflit, la stratégie s'appuie d'abord sur des sujets plus consensuels tels que la navigation en mer Noire, la sûreté nucléaire avec la centrale de Zaporizhia, avant de passer au retrait des troupes russes, les réparations financières et la création d'un tribunal pour juger les responsables de crimes de guerre. La Russie ne participait pas à la conférence et Vladimir Poutine a même demandé en amont de la conférence
le retrait total et immédiat des troupes ukrainiennes des oblasts de Donetsk, de Louhansk, de Zaporijia et de Kherson. En somme, la capitulation de l'Ukraine serait la seule raison acceptable d'aboutir à la paix pour la Russie. Aussi, il demande la promesse de non-adhésion à l'OTAN et une démilitarisation totale du pays. Les États-Unis, dans la foulée des États européens, a annoncé un accord de sécurité avec l'Ukraine sans objectif chiffré, la faute aux élections présidentielles et législatives qui auront lieu en novembre. Malgré son soutien, Joe Biden n'était pas présent à la conférence, remplacé par la vice-présidente Kamala Harris et son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. La stratégie de Volodymyr Zelensky est d'avoir un plan de paix ayant le soutien le plus large possible pour montrer à la Russie que ce plan de paix n'engagera pas seulement l'Ukraine. La déclaration finale de la conférence pour la paix a été signée par 79 États, mais par aucun des BRICS. La déclaration n'a semble-t-il pas avancé d'éléments tangibles vers la paix. Elle est même moins soutenue qu'une résolution de 2023 à l'ONU, exigeant le retrait des troupes russes, qui avaient récolté presque le double de signatures. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube et YouTube Music. Pour exprimer votre soutien, il suffit de s'abonner au podcast sur les plateformes d'écoute bien sûr, mais aussi en suivant Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et en y laissant des likes, des commentaires, et en repartageant autour de vous. À la semaine prochaine sur Europe Hebdo.